Dans cette présentation, nous allons expliquer comment les parents peuvent mettre en place un cadre éducatif approprié pour un enfant atteint de troubles neurodéveloppementaux. Dans l'idéal, le parent dont aurait besoin un enfant atypique serait un super parent, toujours disponible et capable de tout gérer. Bien entendu, cet objectif est impossible à atteindre. Les parents obtiennent généralement de bons résultats en suivant 3 objectifs prioritaires. Le premier objectif est de compenser les difficultés cognitives de l'enfant, un peu comme si le parent devenait son cerveau accessoire. De façon générale, il s'agit du rôle de tous les parents, car le cortex préfrontal termine sa maturation à 25 ans. Dans les troubles neurodéveloppementaux, cet objectif est encore plus central. L'enfant présente un handicap et utilise son parent comme modèle et soutien pour le surmonter. Être un cerveau accessoire, c'est montrer l'exemple. Cela signifie que le parent 2.0 va tenter de réguler ses propres émotions lorsque l'enfant est en crise, pour lui montrer ce que signifie garder son calme. Cela signifie également que le parent va mettre des mots sur ce que ressent l'enfant et sur ses difficultés. Enfin, cela signifie que le parent va aider l'enfant à se projeter dans l'avenir en le poussant à imaginer la conséquence de ses actions. Le second objectif est d'être à l'écoute. Les enfants atypiques se sentent souvent seuls et incompris. Le parent 2.0 peut l'aider à trouver les mots pour parler de ce qu'il ressent et faciliter une prise de recul en résumant et mettant en perspective ce que l'enfant lui dit. Le troisième objectif est de parler à l'enfant de façon authentique. Il s'agit ici de nommer ses propres émotions et celles de son enfant. Plus le parent démontre un rapport clair et simple avec ses émotions, plus l'enfant apprendra à en faire de même. De même, le parent 2.0 ne fixe pas les règles familiales de façon autoritaire ou arbitraire. Il explique à l'enfant les règles et leurs fondations en discutant avec celui-ci en dehors des périodes de dispute. En premier lieu, établissez votre intervention en ciblant vos priorités. En effet, il est difficile de modifier tous les comportements de l'enfant simultanément. Pour être réaliste, votre intervention doit tenir compte des capacités de l'enfant. Selon son âge, ses difficultés neurodéveloppementales, il ne sera pas capable de tout faire. Dans la mesure du possible, tentez d'agir en mettant toutes les personnes concernées d'accord. Les 2 parents, la fratrie, la famille au sens large, et les enseignants peuvent être consultés et impliqués. Enfin, l'enfant lui-même est directement concerné et sera d'autant plus réceptif à vos efforts que vous l'aurez impliqué dans votre démarche. Enfin, la parentalité peut être très éprouvante avec un enfant atypique. Avancez par étapes en célébrant chaque petite victoire pour maintenir votre motivation. Une fois que le parent a identifié une cible d'intervention, il va falloir définir comment agir pour modifier le comportement de l'enfant. Les comportements posant problème dans les troubles neurodéveloppementaux peuvent être en premier lieu abordés au travers de ce que l'on appelle leurs facteurs de maintien. Les conséquences de nos comportements les renforcent ou les inhibent. Nous conservons un comportement s'il nous procure un bénéfice. On va donc chercher à identifier les bénéfices que l'enfant retire de son comportement. Autrement dit, les symptômes observés jouent un rôle pour l'enfant. En identifiant ces facteurs de maintien, on peut proposer d'autres solutions à l'enfant et ainsi modifier son comportement sans violence. Cependant, cette analyse est difficile à mener. Ce sont en effet des détails, parfois infimes, qui font la différence. Si un comportement est trop complexe, il n'y a d'ailleurs aucune honte à demander l'aide d'un professionnel en guidance parentale. Pour identifier ce qui renforce le comportement à modifier, il convient de mener une enquête approfondie. On tente d'identifier les bénéfices que le comportement a pu apporter à l'enfant dans ce qui s'est produit. Dans les jours précédant le comportement, juste avant le comportement, juste après le comportement, dans les jours suivant le comportement. Notons que l'enfant ne perçoit pas forcément les punitions et les récompenses de la même façon que l'adulte. Par exemple, les enfants oppositionnels ont tendance à vivre les punitions comme des marques d'attention et donc à se sentir paradoxalement récompensés lorsqu'un adulte les punit. Merci de votre attention et à bientôt sur pipsy.org.